J'ai participé d'abord, comme beaucoup d'autres, à des manifs pour cette question des sans-papiers, où il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste dans ce qui se passait dans notre pays. Mais allant à l'une ou l'autre manifestation, j'étais mal à l'aise. Je trouvais que c'était une manière grossière de traiter quelque chose de profond. Même les meilleurs slogans m'apparaissent insuffisants en face de ce qu'est la dignité d'un être humain. Et après plusieurs mois de réflexion, de prière, on est arrivé à cette idée de pouvoir dire non à partir de ce qu'on était, c'est-à-dire à partir d'une des seules choses qu'on sache faire, à peu près, le silence. En octubre de 2007, los hermanos franciscanos de Toulouse iniciaron el primer círculo de silencio para denunciar la política migratoria de la Unión Europea. Una política que encierra a los inmigrantes sin papeles en centros de internamiento para extranjeros. Hoy, en Francia y en Europa, existen más de 200 círculos que se reúnen una vez al mes en el centro de las ciudades durante una hora de protesta silenciosa. Quand on passe, si quand même on se pose des questions, on a envie de demander ce qui se passe. Et moi, jamais j'aurais pensé que c'était ça. J'avoue, je me suis dit, c'est quoi cette secte? Pourquoi ils ne parlent pas? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne bouge. J'ai même eu peur de déranger. C'est un beau geste. Surtout, je vois qu'il y a principalement des personnes françaises, de nationalité française sûrement. Et c'est touchant quand même. Nous acceptons, croyants, incroyants, gens de toute religion, peu importe, mais des gens qui croient que l'être humain n'est pas un animal, Oui. ni une chose. Et puis faites-le savoir autour de vous. Je le ferai savoir, oui. Pour nous, le silence est logique parce qu'il est lié à la prière. Mais en même temps, on a toujours dit qu'on invitait toute personne croyante ou non croyante à rentrer dans le cercle. Et la plupart des gens sont des gens qui ne prient pas, mais qui rentrent dans la démarche du silence. L'idée, c'est de permettre à chacun de partir de là où il est, c'est-à-dire des images de son papier qu'il a, de sa propre expérience. Les sans-papiers sont là au milieu. Ils sont là sans qu'on y mette un visage. Vous voyez une image très forte, très émotionnelle. La télévision le soir, etc. Vous voyez des sans-papiers expulsés ou des Roms pris dans un camp, etc. Le soir, vous êtes révolté. Le lendemain, vous avez honte. Et 2 jours plus tard, vous avez oublié. C'est normal. Alors que là, il n'y a pas d'image. Pour ne pas rentrer dans cette espèce de mécanisme pervers de révolte, remords, oubli, quoi. On sort de ça. Ça oblige à passer de l'émotion au réel profond, à l'engagement. C'est un univers ultra sécurisé qui est entouré par 2 lignes de grillage avec un câble sensitif. Il y a 120 caméras. On est exactement dans la configuration d'un centre de détention. Dans les cours de promenade, un avion, un gros porteur, puisqu'ici on a justement de la 380 qui fait ses essais à proximité, on ne peut plus se parler. En dehors des nuisances, il y a le stress en permanence pour ces personnes qui en fait voient ce balai incessant d'avions qui décollent et atterrit. Et à chaque fois qu'un avion atterrit, ils ne peuvent pas s'empêcher de le relier à leur histoire personnelle et à se dire est-ce que le prochain sera pour moi, quoi, forcément. La CIMAD, nous travaillons dans les centres de rétention depuis 1984. Aujourd'hui, notre mission, elle est à la fois dans le peu de temps que nous avons dans les premiers jours, voir si au regard du cadre législatif
qui est de plus en plus restreint. Nous avons des possibilités de faire sortir les personnes, de faire valoir leurs droits à vivre sur le sol français. Passé ces 5 jours, il reste 40 jours de rétention et là, il s'agit de tenir les gens un petit peu à la tête hors de l'eau, puisqu'en fait, dans un centre de rétention, on a des automutilations, des tentatives de suicide, des gens qui sont complètement au bout du rouleau, qui voient que leur vie d'un jour ou l'autre risque de basculer inexorablement. C'est une mission qui est très compliquée à remplir. Tous ces étrangers qui sont ici, ils viennent tous avec le cœur pleurant. Pourquoi ? Parce qu'ils seraient tellement bien dans leur pays. Mais les événements qui se passent dans leur pays font qu'ils sont obligés d'émigrer. Alors, allons les comprendre aussi. Ils ne viennent pas pour manger notre pain ici en France. Non, ils viennent parce qu'ils sont en souffrance dans leur pays, tout simplement. Je sais pas, ça fait penser à des camps d'enfermement. Ça rappelle certaines choses pas très glorieuses de l'humanité. Ouais. Quand vous visitez le centre de rétention, quand vous êtes avec des gens et que vous ne savez pas si le lendemain ils seront pas retournés en Afghanistan ou ailleurs, je crois que le silence, c'est quand il n'y a plus la voix pour crier. C'est un au-delà du cri. Ces corps qui sont là, ils disent non. Stéphanie fait partie de nombreux parents étrangers d'enfants français qui sont dans des situations de grande précarité puisque l'administration refuse de renouveler ou attribuer un titre de séjour de plein droit. À tout moment, ils peuvent se faire interpeller dans la rue. Il avait 21 ans et moi j'avais 22 ans. Donc nous sommes rencontrés à Libreville, Gabon. On était jeunes. Mon visa n'était pas accordé pour revenir en France pour mon mariage. Donc je suis restée au Gabon avec la grossesse de ma fille toute seule. Et on est venu en France en 2007. Et elle a rencontré son papa, elle avait 8 ans et demi. Il voulait la découvrir pour la présenter à sa famille. Est-ce que j'étais d'accord? Donc c'était un accord homologué entre le père et moi. Sauf que ça fait 10 mois qu'il a décidé qu'il ne me donne plus ma fille. Vous savez, quand on dit 30 000 reconduites à la frontière, il faut aller taper dans les étrangers qui sont les plus fragilisés. Mais ça peut arriver que je tombe dans un contrôle, qu'on me demande une pièce d'identité et que je sors la pièce d'identité qui est déjà expirée. Après, c'est pas ce que la police peut décider. Alors donc, elle pourrait, avec une administration zélée, se retrouver dans un centre de rétention, bien évidemment. Moi, au cercle, je ne peux pas être là sans penser à ce que vivent les sans-papiers, dans les centres, à ce que vivent les sans-papiers qui ont peur d'être pris et qui ne vivent plus. Mais de l'autre côté, à me mettre dans la situation aussi du préfet ou du juge qui a à prendre une décision et qui en même temps dit « je ne peux pas accueillir tout le monde ». Vous voyez, vous êtes dans cette complexité, vous êtes à la fracture. Et c'est là, à mon avis, qu'on est dans la juste position. J'ai cette lettre disant « Je suis xénophobe, mais je viens au cercle de silence parce que j'ai besoin de me guérir de ma xénophobie. » Et c'est très beau. Quand j'ai lu ça la première fois, j'en pleurais parce que c'est tellement émouvant que quelqu'un reconnaisse bien ce que nous sommes tous plus ou moins. Et je ne cache pas que j'ai aussi des relents de xénophobie, limités, mais enfin, j'espère, c'est quelque chose qui doit se guérir en nous. Le silence
Ça permet à ce moment-là de ressentir des choses plus importantes, plus intérieures, hein. Et puis de s'apercevoir que ce que l'on pensait être opposé, ben, c'est pas tellement opposé. Este es el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, de Madrid. Es un centro donde se encierran a extranjeros que son irregulares, que no tienen papeles, que no han cometido ningún delito. Ha habido personas que han cruzado el estrecho en patera, ha habido familias que han sido deportadas teniendo a sus hijos aquí. Ha habido una ciudadana congoleña que murió porque no hubo unas condiciones sanitarias para atender la enfermedad que tuvo. Es una institución de vergüenza. En España se detienen unos 400.000 inmigrantes al año, no llega al 10% de inmigrantes deportados. Es más bien una herramienta para mermar a la población inmigrante y a la vez para que la visión del español crea que son criminales. Tú caminas por las calles de Madrid y ver a un inmigrante detenido por una furgoneta de la policía y no saber qué ha pasado después con él es algo normal. No hay un escándalo o una angustia por saber qué pasa con esa persona, ¿no? Es muy violento. Si tu n'as pas papier, tu as peur. Parce que à n'importe quel moment, tu peux rencontrer avec les flics. C'est ici la première fois qu'on m'a pris. C'était une nuit, on est en train de balader ici. Il me demande les papiers, je n'avais pas. Et puis, ils m'ont amené. Et après 39 jours, on m'a relâché. Ils disent que c'est un centre, mais en réalité, c'est une prison qui est surchargée. Les cellules, c'est pour 4 personnes, mais on met là-bas 8 personnes. Puis dans les cellules, il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien. Là-bas, ils traitent les gens comme des animaux. Ce qui m'a poussé de venir ici en Espagne, c'est parce que mon pays, c'est un pays, comme on dit ici en Europe, un pays du tiers-monde. Et c'est la misère là-bas. Il n'y a personne qui veut vivre dans la misère. Personne. J'ai dit, bon, au moins je vais essayer de partir en Europe. Et puis arrivé ici, j'ai vu que c'est plus dur. Si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas travailler. C'est impossible. Moi, j'ai des copains en Afrique, je leur dis, mais regarde, il faut rester là-bas, il faut que tu te débrouilles là-bas, il ne faut plus venir ici. Parce que ici, c'est pas bon. Mais ils me disent, non, mais si c'était bon, c'était pas bon, mais pourquoi toi tu es là-bas? Ils ne croient pas, ils ne croient pas. Beaucoup d'Africains sont venus dans les pirogues là, qui ont perdu leurs femmes ou leurs copains. La mer là, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. No tenía la intención de venir, de pasar en el mar para venir a Europa. Digo, pues, ¿eso qué es?
Y iba pasando el tiempo y un amigo me dijo, pues nosotros estamos organizando una patera. Tú eres pescador y el mar tú lo has superado y llevas mucho tiempo pescando y no tienes nada. Y luego he ido al pueblo a decir a mi padre, quiero ir, así puedo ayudaros si tengo trabajo. Y luego me fui. Salimos alta mar, llegábamos en las olas, la gente gritaban todo lo que podían. Perdí la conciencia, dice que vamos a morir. Pues cuando manejaba yo iba cantando hasta lograr que se calmaran. Todo el mundo callaba y escuchaba lo que estuvo cantando. ñun suñuy maam daan bañ di bañ kon lu ñuy ñaan yàlla may ñu ko ñu man liggéey ba réew mi naat xalaleen yoonu daara je lu ñuy ñaan yàlla may ñu ko ñu man liggéey ba réew mi naat. Mire, el otro día me llegó una carta. Me enviaron un dibujo de mi hijo. Se llama. Da igual cómo se llame. Mire, dibujó un paisaje. Quizás les cuesta apreciarlo, pero ese es un paisaje que imagina mi hijo. Para, métete. Ahí está más alegría. Tienes que romper. Sí. Has estado, ahora no rompes. El papel te cambia totalmente la emoción. Mire. Hay esperanza. No, pero vuelve atrás, vuelve siempre un poquito atrás. El cambio. Estás en la culpa, silencio, arriba, emoción y entonces alegría ya. El Teatro de la Escucha nace hace unos 22 años como un esfuerzo de un grupo de personas de intentar construir un teatro social que tuviera que ver con la realidad que estábamos viviendo. Este es el cuchillo de Cayumba. La noche me mata. También aquí. Cuando era soldado, dominado. No podía dormir. Había una guerra, como todas las guerras. Guerras contra el pueblo. Cuando actúo, pues, yo digo que pues como es algo real que estoy viviendo. Porque todo el texto refleja la vida de los inmigrantes. Porque yo he pasado de todo de estos escenarios que estoy haciendo. Por eso a veces le digo con muchísima rabia y a la vez y con muchísima emoción. Dice el periódico que el 90% de las prostitutas de este país somos inmigrantes. No dice que somos un pueblo barato. No dice que somos esclavas sexuales. No dice que somos una mierda. Bueno, tenemos que, como está la bolsa, tienes que respirar bien y modular bien. Y nos dimos cuenta que en España el norte y el sur coexistían, porque muchos de ese sur de países empobrecidos estaban viniendo aquí. Nosotros les habíamos de alguna forma empujado a venir aquí, porque les estábamos robando. Y a la vez nos encontramos que al llegar aquí les tratábamos como de segunda clase, les explotábamos, les humillábamos, tenían que pasar una prueba especial que era pasar el desierto, pasar el mar, pasar la frontera y encima soportar un CIE, ¿no?
Entonces nos dimos cuenta que aquí, en nuestra propia ciudad, estaba el norte y el sur concentrados. Pero un solo ser humano, un inmigrante, estaba representando eso. El problema es que nosotros también fallamos en el amor. Y entonces nos tembla la dignidad. Bueno, bien por hoy, ¿no? Ya está bien. Ese momento de locura, los momentos de locura que suben a la cabeza frente a los momentos de ternura, es un boicot. Cuando tienes que tomar... Buenas. Lo siento mucho. Tengo un papá. Yo tengo. Ah, vale. ¿Tienes un momento? Para hacer una obrita de teatro. Sería horrible pensar que no existe en el mundo un lugar al que pueda llamar hogar. Un lugar al que pueda abrir las puertas y las ventanas, recostarme en el tejado y tirar la llave de la puerta para siempre. Bien lejos, como diciéndole a la gente, aquí estoy, la puerta está abierta, podéis pasar. Los que queráis dormir bajo las estrellas, subid por la chimenea. No tanto sabemos lo que es ese edificio. Es una nueva cárcel que se llama Centro de Internamiento para Extranjeros. Hay más de 600 personas encerradas en condiciones inhumanas y todos los días pasamos delante de ella, muchos sin saber qué es y los que lo sabemos sin hacer nada. Quiero creer, necesito creer que haya un lugar, que exista un lugar en que al fin podrá ser. ¿Te ha gustado el texto? Mucho. ¿En qué significado? Significado de que si volviese la humanidad a existir, pues quizás el mundo sería mejor, pero la Tierra se creó sola y el hombre se cree que la Tierra es suya, pero la Tierra es solo del hombre y el hombre puso las fronteras. ¿Sabes que aquí en el barrio hay una frontera? ¿Dónde? Aquí mismo. Aquí arriba hay una cárcel para sin papeles. Allí se encierra a personas que no han hecho nada más que venir aquí a buscarse la vida. Eso es injusticia. Esto es injusticia. No lo sabía. ¿No lo sabías? Entonces, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Te voy a dejar una octavilla. En este barrio, que además es un barrio obrero, lo que vemos es una división muy fuerte, porque muchas veces la respuesta es, bueno, es que bastante mal están las cosas aquí para que encima es que los inmigrantes se tendrían que ir, es que nos quitan el trabajo y así todos los pobres enfrentados y divididos matándose unos a otros. Aquí son más pobres y aquí más ricos. Miserables unos porque no tienen, miserables otros porque tienen más de lo que necesitan. A nosotros nos hemos sumado, yo estoy en una plataforma, a una acción que se llama Círculos de Silencio. Se reúnen el primer viernes de cada mes, nos reunimos, si queréis os la dejo. Sí, por supuesto. Este viernes hay círculo y es una manera de empezar a hacer algo, ¿no? Les dejamos información de una acción que tenemos. Gracias. 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 En octubre del 2010 hacemos una acción no violenta delante del centro de internamiento de Aluche, este que vemos detrás, y al contrario de lo que pensábamos, despierta la desesperación y la violencia de los internos del centro de extranjeros. Empiezan a gritar, piden auxilio, golpean, sacan una sábana de una cama, la queman, entra la policía, golpean a los inmigrantes y nos damos cuenta que nosotros no podíamos controlar la situación. Abortamos la acción y empezamos a buscar una alternativa a esa acción. Descubrimos que en Francia hacía más de 3 años
se hacían los círculos de silencio y nos sumamos a esa experiencia y en noviembre del 2010 hacemos el primer círculo de silencio en España y lo trasladamos a Puerta del Sol, que tiene una repercusión política mucho más importante. Hola, muy buenas noches. Nos volvemos a reunir aquí, como todos los meses, desde hace ya 3 años, para gritar juntos no a las leyes contra los inmigrantes. El mes pasado nos encontrábamos conmocionados ante las noticias que nos estaban llegando esos días desde Lampedusa, donde murieron más de 300 personas. Hace 25 años era la primera vez que en España asistíamos a la tragedia de las muertes en el Estrecho. 25 años de unas leyes injustas e inmorales que están provocando tanta violencia a tantos millones de personas que se ven obligados a arriesgar sus vidas. El Estrecho es ya una fosa común. Hay más de 20.000 personas que han muerto intentando llegar a España. La tragedia de Lampedusa, la respuesta de la Unión Europea ha sido fortalecer el Frontex, ha sido hacer unas vallas más altas, ha sido implicar más al ejército, ha sido externalizar las fronteras, es alejarnos del problema. Eso significa más muertes. Hola, buenas. Yo recuerdo la poesía de Rafael Amor que dice, mírame bien a los ojos. Más allá, mucho más del odio, del egoísmo y del miedo. Y verás que soy un hombre, no me llames extranjero. La Unión Europea tiene que recordar esto, que son seres humanos. No son números que mueren. Nosotros defendemos el derecho de emigrar, pero también defendemos el derecho a no emigrar, el derecho a poder estar en su país. Y eso significa poner fin también a las guerras, poner fin al hambre, y eso sí se puede. Si se pone voluntad política, sí se puede. Si la gente se conciencia, sí se puede hacer algo. Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Nos vemos en diciembre entonces. Madrid, Zaragoza, Sevilla, Vitoria, Valladolid, Burgos, Pontevedra, en Lugo, se van sumando Murcia, cada vez más ciudades a esta iniciativa. Entonces sí está habiendo una respuesta creciente en la sociedad. En la Plaza del Pilar es donde nos situamos cada mes, el primer viernes de cada mes a las 8, que hay un grupo estable de gente que acude permanentemente a guardar silencio, haga frío, haga calor, para mostrar su solidaridad con los inmigrantes, para tratar de denunciar la legislación que se va redactando contra ellos. No podemos decir que toda la población de Aragón sea solidaria o sensible con la injusticia que sufren los inmigrantes sin papeles, pero todos los partidos en la Cámara Autonómica de Aragón se han puesto de acuerdo a favor de la campaña Salvemos la Hospitalidad, que trataba de frenar, y lo ha conseguido, la inclusión en el Código Penal español de un artículo que penalizaba la asistencia humanitaria a las personas sin papeles, gracias a la lucha de estos meses de los círculos del silencio en Zaragoza.
C'est une blessure profonde en nous qui motive notre action. Quand vous ressentez une injustice ou quand vous ressentez qu'il y a quelque chose d'important, pourquoi ne pas le dire? Qu'est-ce qui vous empêche de le dire? Est-ce que c'est parce que on va me juger comme ceci? Alors évidemment, la façon dont on me juge, je m'en suis débarrassé parce que justement je me suis aperçu que ça m'empêchait d'être profondément moi-même dans toutes les circonstances. Et il y a des moments où je n'ai pas osé parler, me dresser devant une injustice, et je l'ai regretté amèrement, c'est revenu souvent. Moi j'ai vu un couple où on a mis les menottes au papa et lui disait mais le pire pour moi c'est que ma fille de 7 ans m'ait vue avec des menottes alors que je ne suis pas un bandit quoi. Et moi c'est ce qui me fait un peu peur aussi actuellement avec mon entourage, les gens que je connais et tout, c'est de dire oui mais regarde l'état de l'Europe, on ne peut pas accueillir le monde entier. Et moi je ne parle pas d'accueillir le monde entier, c'est regarder votre voisin, regardez avec qui vous vivez, plus tard Alain, regardez ce qui se passe et indignez-vous. Enfin, c'est des gens que vous connaissez, qui habitent à côté de vous. Les enfants sont amis. Et là, du jour au lendemain, parce qu'il y a des lois, vous les ignorez, vous regardez. Enfin, c'est gravissime, quoi. Notre nom de baptême, Cercle des voisins, c'est quand même pour faire écho au cercle de silence qui se passait avec les frères franciscains à Toulouse. Et dans une démarche un peu différente, d'informer nos voisins qui n'étaient pas encore au courant de la présence de ce centre d'enfermement à côté de chez eux. Puisqu'on savait qu'on enfermait des gens qui n'avaient commis aucun délit à l'intérieur. Moi, j'étais, indigné, c'est un mot à la mode, mais c'est vrai, par le sort réservé aux sans-papiers. J'ai trouvé une injustice totale, quoi. Le centre recueille des gens qui résident ou qui sont arrêtés à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Et alors nous sommes sollicités lorsque une personne souvent seule ou des familles ou des gens vulnérables sont relâchés entre guillemets à des heures tardives puisque le centre se situe dans une zone avec pas de transport en commun et loin de tout et la nuit ça pose beaucoup de problèmes. Il n'est pas rare de voir des gens errer dans la campagne là avec un petit sac, un petit baluchon la nuit, des femmes quelquefois. Ils se retrouvent sur une route très passante, dans le noir complet, et c'est là que la CIMAD, qui est à l'intérieur du centre, peut faire appel à nous pour qu'on puisse venir chercher ces gens, éventuellement les héberger pour une nuit ou aller les amener à la gare pour repartir chez eux. Quand on voit toute une famille, moi ça m'est arrivé ici d'avoir une famille je crois que c'était des Arméniens, vraiment des migrants, ils ne savaient pas où aller, ils étaient perdus, ils avaient fait on apprend à voir nos petits problèmes avec philosophie, parce que... Ça permet aussi de vivre en paix, en conscience, en vérité avec soi-même, quoi. Je veux dire, c'est... La plupart du temps, nous n'avons pas les suites, nous ne savons rien des gens. Donc c'est juste un petit trait dans leur vie, quoi. Et voilà, et c'est tout. Ça se termine comme ça. La torture n'est pas notre culture. La torture n'est pas notre culture. Ben oui, il y a des moments où c'est facile et puis des moments où c'est difficile. Et quand il y a des braillards à côté, c'est plus difficile. La torture n'est pas notre culture. La torture n'est pas notre culture.
La torture n'est pas notre culture. La torture n'est pas notre culture. Quand j'ai voulu organiser un jeûne à New York contre la volonté de Bush d'intervenir en Irak, j'ai demandé aussi à Alain de venir. Il avait beaucoup de connaissances, c'était extraordinaire. Donc là, on a jeûné dans une sorte de silence là-dessus, parce qu'on s'était dit que ce qu'on voulait atteindre, c'était la conscience. Ça fait qu'effectivement, quand il a eu l'idée de lancer les cercles de silence, il m'a demandé si j'accepterais de participer. J'ai dit oui tout de suite. Moi qui suis un partisan de la désobéissance civique, je me retrouve très souvent témoin dans des procès. Et là, je redis au juge la phrase d'Hannah Arendt, « Il n'est pas nécessaire d'être méchant pour faire le mal, suffit de ne rien faire. » Ça touche ce silence complice parce que nous croyons que nous avons plus à y gagner qu'à dire non. Et parfois que nous ne savons pas comment non plus mettre en œuvre ce non-consentement. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire des actions très risquées. On peut commencer par des petites actions de désapprobation. Voilà. Après, on a Martin Luther King, Gandhi, tous ces grands meneurs de peuple qui ont su trouver les actes positifs qu'il fallait faire. गांधी को मैंने बड़ी बड़ी सभाओं में देखा है जहाँ लोग सैनिक लोग स्वयंसेवक लोग शांति रखो, गांधी जी आ रहे हैं, गांधी की बात सुनिए, मौन रखो, चुप रहो। गांधी खड़ा होता है, गांधी सिर्फ हाथ करके खड़ा हो जाता है, सिर्फ एक और कोई शब्द नहीं, और लाख लोगों की सभा एकदम मौन में बैठ जाती है। भाइयों और बहनों, अभी आप लोग सब शांत रहे। कोई अगर नहीं भी सुनते हैं मेरी आवाज तो भी शांत रहे। गांधी ने स्वयं मौन का आरंभ बहुत व्यावहारिक तरीके से किया था। काम बहुत रहता था, चिट्ठियों का ढेर रहता था, तो उन्होंने सोचा था कि सप्ताह में एक दिन मौन लिया जाए, तो उस दिन बैठकर पत्रों के जवाब लिख सकते हैं और हरिजन या यंग इंडिया या नव जीवन के लिए लेख लिख सकते हैं। कि उसके बाद उन्होंने मौन के असली स्वरूप का अनुभव करना सीखा। केवल जिह्वा को चुप करना नहीं था, लेकिन वो कताई के लिए भी हो सकता है, वो किसी आंदोलन के लिए भी हो सकता है। लेकिन मौन अपने अंतर में प्रवेश करने का था, जिसके साथ वो मनन को जोड़ सके और जिसके साथ वे संवादिता, हार्मनी का अनुभव किया। शांति शांति शांति।
El concepto de armonía, Gandhi lo toma del hinduismo, que profesa la fusión entre la paz del individuo, de la colectividad y del universo. La armonía se expresa con la palabra Shanti, repetida 3 veces, en forma de mantra. El silencio está llamado a ser el vínculo de unión entre las 3 grandes entidades. Durante la Kumbh Mela, que tiene lugar cada 3 años, en una de las 4 ciudades de la gran peregrinación sagrada de la India, se celebra Mauni Amavasya, el Día del Silencio. En el silencio, muy relativo, en medio de la presencia de varios millones de peregrinos, cada uno intenta recrear un espacio de oración y de meditación que le permita un diálogo redentor con los dioses. La culture de marché ne peut pas reconnaître la présence du sacré. Elle dit, mais c'est impossible dans notre société d'avoir cette vision idéaliste que vous avez, de faire appel à la richesse transcendante qui est dans chaque être humain. C'est lamentable, mais c'est comme ça. On est au sud de l'Arzac, donc sur l'extrémité du Causse. Beaucoup de vent, beaucoup de pierres, beaucoup d'épines, mais par contre alors un silence, un endroit quand même protégé, extraordinaire. On est extrêmement content pour mener cette vie simple avec de l'élevage, de l'agriculture et pouvoir faire notre bois, avoir notre jardin dans les meilleures terres. Le 11, c'est les compagnons de l'Arche, les compagnes et compagnons de l'Arche qui ont suivi Lanza del Vasto pour vivre la non-violence, d'abord avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement, avoir une économie du style gandhien, on va dire modeste, quoi. Pour moi, le fil rouge directeur, c'est découvrir un livre où il y avait cette citation de Lanza del Vasto, Ami connaît la dignité de l'acte vertical qui est le propre de l'homme. Même les oiseaux sont assis sur leurs pattes ou couchés dans leur vol. À quelque chose près, il manque un petit tronçon que j'oublie tout le temps. J'ai dit le soir même à une amie, je dis c'est de Lanza del Vasto, tu connais? Ah oui, il a fait une communauté, il a écrit des livres, et voilà comment j'ai suicidé celui qui désirait devenir un chef d'entreprise pour aller faire l'essai de la vie communautaire. Jean-Baptiste, on a dû se voir. Depuis 50 ans, je marche au pas des vaches. C'est des très grands maîtres spirituels, les vaches. Moi, j'ai un amour pour les vaches. Vraiment, elles ont des yeux avec elles sont très belles. Donc pour moi, il y a aussi un côté beauté dans toute cette vie, quoi. Bon, mais qui n'est pas suffisant pour vivre. Mais je crois aussi à cette démarche de simplicité heureuse. Pour moi, vivre, c'est ça. Pour moi, effectivement, la vie, c'est la non-violence. Et aussi ces luttes qui en découlent. En 2003, donc ça fait 10 ans, j'ai ouvert un bureau d'embauche qui s'appelait un bureau d'embauche des faucheurs volontaires. Et là a commencé donc le début de cette lutte qui nous a permis d'obtenir un moratoire sur le maïs 810, de faire reculer le semencier qui ne veut plus faire d'essai en France et donner une grande information au public aussi sur la réalité de ce danger potentiel qui est la manipulation génétique du vivant. Donc là, je vois un champ extraordinaire aussi de personnes
qui au départ ne sont pas nécessairement non-violents, mais qui acceptent les consignes de la non-violence et qui sont obligés pour continuer leur lutte de faire aussi ce travail sur soi-même. Et ça pour moi, ça c'est la beauté de la non-violence. Si tu la vis, tu n'es plus le même en sortant que quand tu l'avais commencé. Une très grande lutte significative, c'est quand même le Larzac. C'est une lutte pour moi extrêmement belle, dans laquelle j'ai été mêlé à beaucoup d'actions. Nous avons envahi une ferme qui s'appelait la ferme des Truelles, au nez et à la barbe des militaires, et on a occupé des bâtiments qui leur appartenaient. Je revois cette caravane de camions avec des matelas, les veaux et la vache dedans pour donner du lait aux enfants le lendemain matin, les fenêtres qu'on avait préparées pour les poser immédiatement dans les embrasures, il n'y avait plus du tout de fenêtres, et on s'est installé là. Et un jour, il y a une jeep qui arrive, 2 colonels en sortent et ils disent « Est-ce qu'on peut parler avec vous ?» mais bien sûr, mais si vous voulez vous donner, nous sommes vos hôtes, si vous voulez la peine d'entrer. On est rentrés, ils ont posé leur képi, on a commencé à parler et ils nous ont dit « Mais vous savez que nous, colonels de la Légion, on est admiratifs de ce que vous faites, parce que ça nous plaît, parce que nous, on aime les gens qui font des coups comme vous faites. Nous, on fait ça aussi. C'est dans notre style, ça. Ça nous plaît beaucoup. Et on doit vous dire autre chose. On n'est pas d'accord avec le camp du Larzac, à cause des rochers qui sont là et là partout et qui font décheniller les engins. Alors, et si on mangeait ensemble? Mais bien sûr. Alors nous, on fera les tartes, et eux les colonnes, et nous, on apportera le pinard. Ça ne résout pas tout, hein. Mais ça montre que, oui, un autre monde est possible, qu'il n'y a pas des bons d'un côté et des mauvais de l'autre. Non, c'est pas vrai. On peut dire que la non-violence n'appartient à aucune idéologie, à aucune religion, à aucune philosophie. C'est un cadeau de la vie qui n'est possible que si on arrête de se fabriquer contre l'autre. On est dans cette logique de l'homme qui doit... On va faire le rappel là, puisque ça sonne. Hein. Si ce n'est pas gênant, on peut s'arrêter une petite minute. Le rappel, c'est un temps d'arrêt que nous faisons chaque heure pendant 1 minute et pour se rappeler à l'essentiel. On y arrive, on n'y arrive pas. Hein. C'est pas évident comme ça exige du travail, mais c'est un chemin. Pour moi, l'attitude du combattant non violent, c'est la verticale et la respiration. Une compagne de l'Arche qui était en prison au Maroc, et on la frappait pour qu'elle parle, pour qu'elle dise. Et d'un seul coup, elle s'est rappelée, je peux dire, elle s'est rappelée le rappel. Elle s'est mise debout, en silence, et elle les a regardés. Ils ont arrêté de la frapper. Il me paraît possible, et pour moi ça serait la meilleure forme de la non-violence, que le jour où vraiment on ne saura pas répondre à des situations graves, mais si on descendait tous dans la rue, qu'on se mette debout, qu'on soit comme des arbres dans la rue, qui sont des êtres de silence extraordinaires et de non-violence, puisqu'ils ne rendent jamais les coups, ils les reçoivent. Si on était prêt à aller jusqu'au bout, là on aurait la force des arbres, on montrerait la force d'un peuple.
La non-violence ne peut pas grandir en quelqu'un dans l'agitation et le bruit. Parce que justement, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui vient de l'unité d'une personne. Or, nous savons tous que l'unité de nos diverses richesses, que ce soit l'intelligence, le cœur et la décision, que tout cela est souvent fragmenté. Et nous en souffrons tous de ça. Mais à partir du moment où on a découvert qu'on est tellement mieux quand il n'y a pas en nous une bagarre. Le moine, nous ne sommes pas des moines, mais le monos, c'est celui qui est un. Alors, c'était bien dans cet esprit-là que se sont créés les ordres monastiques et la tradition monastique la plus antique. L'important, c'est pas tant le silence que durer dans le silence. Et c'est ça le plus dur. Enfin, ça, c'est l'expérience du priant, mais je crois que c'est aussi l'expérience du cercle. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, on entend tout ce qui est autour. Ce brouhaha nous ramène notre propre brouhaha intérieur. Ça tourne. Mais ça, c'est normal, parce que le silence, c'est quelque chose qui prend du temps. L'autre jour, j'avais en face de moi un petit couple, et ils discutaient, parce que voilà, c'est impossible de tenir une heure en silence, tenir un quart d'heure en silence. Parce que ça fait peur, le silence. Ça fait peur. Le silence fait peur, ça angoisse beaucoup, ça fait penser à la mort, la minute de silence et puis le silence de la mort, etc. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles dans nos sociétés il y a un environnement sensoriel continu, il ne faut surtout pas que ça s'arrête, vraisemblablement pour que les gens ne pensent pas trop. Ces cercles de silence créent une sorte de césure, de rupture dans ce mouvement interminable qui est un mouvement de mort. Pour pouvoir vivre un bon silence, il faut avoir un sentiment continu de sa propre existence. Il faut avoir une continuité de soi. Il y a un moment dans la vie d'un bébé où le bébé doit pouvoir être bien et apprécier un sentiment de solitude, que ces personnes aimées soient présentes ou absentes. Ça permet la construction identitaire et ça permet une certaine autonomie, une bonne solitude, une solitude habitée par, peuplée par les gens aimés, qu'ils soient présents ou absents, est nécessaire pour qu'il puisse y avoir un bon silence, un silence au service de soi et au service d'autrui. Alors en ce sens, le silence est une action militante, on pourrait le dire, c'est-à-dire dans la reconnaissance de l'altérité. Voilà. Et l'altérité, c'est la reconnaissance de l'autre comme différent et identique. C'est quelqu'un d'autre, mais c'est comme moi-même. Donc ça nous ouvre à l'autre. C'est un engagement. Ça nous ouvre à l'autre. Et ça nous ouvre à l'autre. Pour moi, le silence est toujours un engagement d'adhésion à la vie, de militantisme de la vie. On nous a donné la vie, qui est un bien précieux, quelles que soient les avanies de la vie, c'est un bien précieux, et donc on est redevable au monde de cette vie qu'on nous a donnée. Et je crois que dans le silence, il y a ça qui se joue. Il y a ça qui se joue. La vie. Ouais. Oui, la vie et la mort. Les deux. La vie et la mort, c'est ça. Mais il n'y a pas l'un sans l'autre, alors donc voilà. C'est lié pour toujours. Ouais. Nous voilà silencieux un moment, mais on a besoin de penser.
to have a group of people who opened up a space of silence in the midst of all that wonderful chaos of daily life was a very powerful experience, I think. You know, and even if people don't know what they're doing or understand it or even pay any attention to it, it changes the energy of the space. And it's another reminder of how powerful silence is. Silence creates a kind of, for me, a kind of spaciousness inside that allows me to be more aware of what's going on around me and not just engaging sort of reflexively or on impulse all the time. Because I think our impulse when somebody is violent towards us is to defend ourselves and to be violent in return. And it's very difficult to take another approach. And it's not always sure that if you take another approach, the other people will too. It takes a lot of courage to do that. I certainly learned from that kind of passive resistance is that regardless of the outcome, strengthening one's ability to respond to the world in that way is positive for everybody. I've been meditating for many years now, and in my case, I become aware of my breathing. The kind of talking that the mind is always doing starts to quiet down, so it's not the thing that's taking over in my awareness, and everything quiets down. It's now just second nature to me to do that as I prepare to play the piano. And with that understanding that music arises from silence and goes back to silence. I wrote this piece and I brought it to Ben and we started to play it, and it became obvious that to play too much too fast in a sense destroyed the feeling of the piece, and the way to let the feeling of the piece come through was to allow even more quiet or silence into it and to really let ourselves take our time. François a attaché de l'importance au silence. Au début de sa vie, eh bien, il est allé se cacher dans des grottes, dans des cavernes, là.
qu'il y avait auprès d'Assise pour se retrouver lui-même et voir s'il avait clarté et énergie suffisante pour faire des pas. Bon. Et prier. Moi-même, j'ai beaucoup utilisé, même très jeune, des temps de silence dans la forêt, alors, à savoir écouter ce qu'il pouvait y avoir en moi, même quand il y avait justement des colères terribles. Et alors, qu'est-ce que ça vient faire cette colère, hein? J'ai vécu 10 ans à Las Vegas, mais ma principale occupation, c'était pas les casinos. C'était donc la création de ce service de non-violence. Et j'aimais bien de temps en temps pouvoir passer du temps dans le désert. Et alors il y a un moment où j'ai pu installer une vieille roulotte et de l'endroit où j'étais, je voyais le terrain d'essai nucléaire et ça c'était très important. Et la nature avec toute sa beauté et ces animaux qui fraternisent avec vous d'une façon étonnante. Et alors pour moi religieux et qui entend ne pas du tout dédaigner ses sentiments, hein, et qui est heureux d'avoir un corps et des soleils levants et des soleils couchants, ça m'a permis d'unifier une vie. N'espérons pas les changements de la société indépendamment des changements à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ça la non-violence. Elle dit ça de A à Z.